Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des Clés de la rénovation, avec aujourd'hui pour thème les aides financières à la rénovation 2020. Alors comme d'habitude, nous recevons deux intervenants, enfin une intervenante et un intervenant aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. À ma droite, Florence Clément, coordinatrice de la communication grand public et jeunes à l'ADEME, et à ma gauche, Marc Théiot, conseiller faire à l'Agence parisienne du climat. Je vais tout de suite vous laisser la parole pour vous présenter votre structure, vos fonctions, et puis on entrera assez rapidement dans le vif du sujet qui nous amène autour de la table aujourd'hui. Je te laisse commencer, Florence. Oui, bonjour. Donc, moi, à l'ADEME, je m'occupe de transmettre de l'information aux particuliers et bien sûr de l'information sur les aides financières, puisque c'est très important pour les particuliers qui souhaitent lancer des projets de rénovation d'être bien informés. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de répondre maximum à vos questions de manière à vous donner le plus d'informations possible. Merci. Marc Théiot, je travaille donc à l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat a été créée par la mairie de Paris de façon à qu'elle puisse mettre en œuvre son plan énergie-climat. Nous sommes également financés par l'ADEME de façon à promouvoir les économies d'énergie et toutes les politiques de transition énergétique. Nous avons donc différentes actions, sensibiliser le grand public et du fait que nous sommes à Paris pour aider toutes les copropriétés à faire des économies d'énergie. Très bien, merci. L'Agence parisienne du climat, sur vos territoires, ça s'appellera peut-être l'Agence locale de l'énergie du climat, sur d'autres, l'Agence locale de l'énergie. Enfin voilà, c'est des noms un peu différents pour finalement des structures qui ont les mêmes missions un peu partout sur le territoire. On va débuter cette émission directement avec une première question. À propos justement de ces aides financières, qui nous vient de Jean-Luc de Nantes. Et Jean-Luc nous demande « Qu'est-ce que la prime unique à la rénovation énergétique ? Le crédit d'impôt disparaît-il dès 2020 ? Quelle démarche adopter ?» Est-ce qu'on peut répondre à Jean-Luc directement sur cette question ? Oui, alors c'est vrai que 2020, ça a été une année assez marquante, puisque les aides financières ont beaucoup changé par rapport à 2019. Alors, cette aide à la rénovation unique dont parle Jean-Luc, en fait, c'est MaPrimeRénov'. C'est une aide, en fait, qui est arrivée depuis le 1er janvier 2020 et qui s'adresse aux personnes qui ont des revenus modestes et très modestes. Donc, ça permet de financer un grand nombre de travaux d'économie d'énergie pour des logements qui sont parfois en précarité énergétique et pour des personnes qui n'ont pas une grosse trésorerie. Donc ce sont des aides assez conséquentes qui méritent vraiment d'être découvertes. Le crédit d'impôt, lui, n'a pas disparu, mais il est devenu réservé à une autre catégorie de personnes. Ce sont des gens qui ont des revenus intermédiaires et supérieurs, donc qui ne peuvent pas bénéficier de MaPrimeRénov', mais qui vont quand même être aidés pour des travaux d'économie d'énergie. Voilà, donc en fait, il existe bien sûr toutes les autres aides que vous connaissiez déjà en 2019, les aides liées au certificat d'économie d'énergie qui sont données par les fournisseurs d'énergie, des aides locales, également l'éco-prêt à taux zéro, la TVA à taux réduit, ça ce sont des aides en fait qui ont très peu changé. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en 2020, en fait, les aides, ce n'est pas vous qui allez déterminer si vous préférez un crédit d'impôt ou si vous préférez MaPrimeRénov', en fait, c'est les revenus de votre foyer qui détermineront à quelle aide vous avez droit. Donc pour s'en sortir, ce que nous vous conseillons, c'est d'aller tout de suite, dès que vous avez un projet de rénovation, interroger le conseiller faire le plus proche de chez vous. Alors vous pouvez trouver le conseiller le plus proche de chez vous en allant sur le site faire.gouv.fr ou en appelant au 0808 800 700. Et là, vous allez vraiment être aidé. Avec ce conseiller, on va vous expliquer non seulement les aides qui sont disponibles, mais aussi on va vous accompagner sur votre projet de rénovation. Donc c'est l'étape numéro 1, absolument. Et puis ça tombe plutôt bien, puisque en fait, nous avons un conseiller avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, du coup, c'est un peu dans la question de Jean-Luc qui nous dit, mais alors, quelle démarche adopter pour lancer ma démarche ? Qui vais-je voir en premier et comment ça fonctionne ? Alors, je dirais que dans l'absolu, la première chose à faire, quitte à me répéter, c'est d'aller voir un conseiller faire de façon à faire le point sur son logement. Est-ce qu'il fait trop chaud l'été ? Est-ce qu'il fait trop froid ? Est-ce qu'on a des problèmes d'humidité ? Est-ce qu'on a déjà identifié des travaux ? Et armé de tous ses ressentis, de toutes ses connaissances, d'aller voir un conseiller faire qui va pouvoir faire le point justement sur l'état du logement et commencer à lancer des pistes d'amélioration possibles.
d'amélioration en termes de confort et en termes également d'économie d'énergie. Oui, parce que c'est ce qu'on se disait finalement. Très souvent, on a tendance à s'orienter vers un conseiller fer ou alors à rechercher l'espace fer le plus proche de chez nous pour justement avoir des réponses à ces fameuses questions sur les aides financières, mais qu'en fait, un conseiller ou une conseillère fer peut amener beaucoup plus d'informations et que justement, elle est là sur le territoire à l'année pour amener et accompagner toute l'année les personnes dans leur démarche et les questionnements qu'ils peuvent avoir sur l'opportunité en fait, de faire de la rénovation. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. C'est un service du coup, public qui est là en place sur le territoire. Oui, c'est un service qui est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir 3-4 fois votre conseiller fer. Et il est aussi neutre dans le sens où votre conseiller ne va pas vous préconiser une solution technique de la marque X ou Y, mais il vous parlera de une, voire deux solutions techniques, vous suggérera peut-être celles qui sont les plus adaptées, en tout de suite éliminant les moins adaptées, mais il n'y aura jamais de fléchage sur la chaudière de la marque X ou alors les panneaux solaires de la marque Y. Très bien. Merci. Du coup, dans la question de Jean-Luc, il y avait aussi une question sur les montants. Quel montant peut-on espérer ? Florence, tu y as répondu un peu. Ça dépend d'abord de vos niveaux de revenus. Ensuite, on va voir un conseiller faire. On fait une estimation des travaux intéressants à faire, ceux qui sont les plus pertinents. Et petit à petit, on prend un peu la complexité du projet en compte. Et là, on peut arriver à voir quel niveau d'aide on va pouvoir espérer. Donc, vous l'aurez compris, des travaux de rénovation, c'est en général assez complexe. Si vous croisez à cela des aides financières qui, elles, dépendent de deux niveaux de revenus, voilà, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que c'est intéressant, de toute façon, et primordial de vous diriger vers un conseiller fer du réseau fer pour avoir ces réponses. Merci pour ces réponses à la première question de Jean-Luc. On va enchaîner avec la question de Marianne, il me semble. Qui nous demande, elle est justement allée voir un conseiller info-énergie. Elle avait prévu de gros travaux de rénovation, donc on ne connaît pas trop les détails des travaux. Elle se rend compte qu'elle va être moins bien remboursée sur ces travaux qu'elle l'aurait été en 2019. Est-ce que... alors on n'a pas beaucoup d'informations évidemment, là ce serait intéressant d'avoir son niveau de revenu, mais du coup en connaissant les changements des critères, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer par rapport à ce profil ? Oui, certainement, Marianne, en fait, est dans cette catégorie qu'on appelle les revenus supérieurs et donc, en effet, qui peut bénéficier du crédit d'impôt, mais sur peu de travaux. Et en effet, elle va être moins bien aidée qu'elle aurait pu l'être en 2019, quand le crédit d'impôt, en fait, était disponible pour tous les contribuables de la même manière. C'est vrai que cette année, en fait, on va se diriger beaucoup plus vers des aides intéressantes pour des publics, en fait, qui ont peu de revenus, donc qui ont des revenus modestes ou très modestes. Les revenus intermédiaires, eux, sont aussi un peu mieux aidés, mais c'est les catégories en fait, qui sont dites supérieures qui bénéficient de peu d'aide. Et donc, si Marianne est dans cette catégorie-là, oui, elle a raison, elle est bien moins aidée qu'en 2019, puisque l'État a fait beaucoup plus d'efforts en fait, pour soutenir des gens qui avaient peu de moyens et qui vivent souvent dans des logements assez inconfortables et très consommateurs en énergie. L'objectif, c'est vraiment d'aller encourager les personnes qui ont ces logements très énergivores, qui payent des factures d'énergie importantes alors que leurs revenus sont pourtant assez modestes, eh bien, les encourager à rénover pour améliorer à la fois leur confort, diminuer leurs factures et réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est quand même un enjeu très important. Peut-être qu'on peut réagir aussi au fait que, si elle a comparé ses aides estimées 2019 avec celles estimées 2020, cette personne, elle se dit que finalement, on y a répondu en partie, mais que c'est aussi le non-cumul probable de certaines aides qui fait une différence, enfin le non-cumul en 2020. Oui, alors quand on bénéficie de MaPrimeRénov', on peut cumuler beaucoup d'aides. Finalement, on peut aussi aller chercher des aides liées au certificat d'économie d'énergie, des aides locales, des aides d'action logement. Enfin, on peut cumuler beaucoup d'aides. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parce qu'on peut cumuler beaucoup d'aides, en fait, il y a une règle qui a été mise en place qui est en fait la règle de l'écrêtement. C'est-à-dire qu'au final, on ne pourra pas sur les dépenses bénéficier de plus de 90% d'aide par rapport à la dépense si on est dans des catégories aux revenus très modestes, et 75% si on est dans la catégorie
aux revenus modestes. Parce que, en fait, ces montants d'aide peuvent être tellement importants que des personnes peuvent se retrouver à avoir leurs travaux quasiment financés totalement. Voilà. Et en revanche, quand on est dans des catégories intermédiaires et aux revenus supérieurs, en fait, là, certains cumuls ne sont pas possibles. Par exemple, puisque vous êtes dans ces catégories intermédiaires et supérieures, vous bénéficiez non pas de MaPrimeRénov', mais du crédit d'impôt. Et dans ce crédit d'impôt, en fait, vous ne pouvez pas le cumuler avec les aides de l'ANA, vous ne pouvez pas le cumuler avec les aides d'Action Logement. Voilà. En fait, vous ne pouvez pas cumuler, quand vous êtes dans ces deux catégories-là, avec des aides qui sont, elles, réservées aux revenus modestes et très modestes. Donc oui, il y a des règles très précises, en fait, aujourd'hui, de cumul d'aides, qui sont un peu plus restrictives forcément pour des gens qui ont un peu plus de moyens. Donc vraiment la solution, c'est vraiment d'aller voir le conseiller faire le plus vite possible pour qu'il vous explique tout ça. Là, quand je vous l'explique, ça paraît très confus, ça paraît beaucoup d'informations, enfin je vous donne beaucoup d'informations, mais quand ce sera bien adapté à votre cas, que vous serez avec un conseiller faire qui vous expliquera précisément sur votre cas personnel à quoi vous pouvez bénéficier, de quoi vous pouvez bénéficier, à quoi il faut faire attention, quand lancer les démarches, etc. Vous allez voir, tout va s'éclairer. Bon, ça paraît, finalement, ça change, et c'est le changement souvent qui est un peu aussi difficile, puisque d'une année sur l'autre, les critères changent. Mais finalement, l'entrée, c'est vraiment le niveau de revenu. C'est celle qui va quand même nous aiguiller pas mal sur les dispositifs accessibles. Peut-être, tant qu'à être un peu sur un moment où on commence à décliner, à expliquer quels sont les différents dispositifs, est-ce qu'on peut essayer ensemble de brosser un peu un panorama des dispositifs aujourd'hui qui existent et justement vers quel type de public ils sont plutôt fléchés. Tu abordais, Florence, le dispositif de l'ANA. Est-ce qu'on peut juste expliquer plutôt vers quel type et de travaux et de publics sont tournés ces dispositifs ? Alors, l'ANA, en fait, va intervenir sur plusieurs aides. L'ANA attribue MaPrimeRénov'. Donc là, elle va aider des publics modestes et très modestes pour certains travaux. En revanche, elle va aussi proposer d'autres aides qui s'appellent Habiter mieux, Sérénité, pour des publics qui vont faire des travaux de rénovation un peu plus conséquents dans leur logement et qui vont permettre d'atteindre un gain énergétique d'au moins 25% dans le logement. Donc ça veut dire faire plusieurs travaux de manière à ce que le logement soit beaucoup plus économe en énergie. Quand on obtient la prime Habiter mieux, Sérénité, on ne peut plus aller chercher MaPrimeRénov'. Donc ça, mais c'est vraiment l'ANA est là pour aider les particuliers qui sont modestes et très modestes. Puis, vous avez d'autres aides, en fait, qui sont un petit peu pour tout le monde. Ce sont les aides des fournisseurs d'énergie, que vous connaissez parfois en tant que particulier sous des noms prime ou chèque énergie, des choses comme ça qui vous sont proposées en fait souvent par des opérateurs qui viennent chez vous, des professionnels qui viennent faire des devis et qui vous parlent de cette aide. Cette aide-là, elle est pour tout le monde, peu importe vos revenus. De la même manière, vous pouvez avoir un éco-prêt à taux zéro, peu importe vos revenus, ça c'est aussi disponible pour tout le monde. Vous pouvez également avoir des aides locales. Et en fonction de vos revenus, elles peuvent être un petit peu différentes, mais elles sont accessibles à tout le monde. Puis vous avez d'autres aides qui sont aussi catégorisées, c'est-à-dire disponibles que pour certaines personnes. C'est par exemple les aides d'Action Logement, les caisses les aides de votre caisse de retraite, voilà. Et là, on rentre dans des aides encore plus spécifiques où il faut vraiment aller chercher en détail si c'est adapté à votre cas de figure. Donc voilà. Et puis une aide qui continue, c'est la TVA à 5,5 pour les travaux d'économie d'énergie. Cette aide, vous n'avez pas besoin de faire de démarche puisque c'est le professionnel en fait qui vous facture les travaux, qui va facturer soit à 10%, soit à 5,5%, soit à 20% en fonction des travaux. Donc, mais sachez que cette aide d'une TVA à taux réduit pour les travaux d'économie d'énergie est maintenue en 2020. D'accord, très bien. Donc un socle sur lequel on va pouvoir se répartir en fonction des revenus, avec ensuite, selon les publics, des aides plus particulières. Exactement. Et puis des aides indirectes, qu'on peut dire indirectes, voilà. Comme la TVA, qui a quand même son importance. Merci pour ces détails. On va enchaîner avec la question, si je ne me trompe pas, de
J'ai perdu son prénom, c'est Marianne. En fait, tout à l'heure, c'était pas Marianne, c'était Valérie. Maintenant, on est bien sur Marianne, qui nous dit il paraît que l'audit énergétique ne sera plus remboursé à partir de 2020. Alors, elle comptait pas mal dessus pour se faire une idée très claire des travaux qu'elle voulait engager. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marianne là-dessus, sur l'audit énergétique ? Je dirais que de mémoire, il n'est plus remboursé pour, en effet, la quatrième catégorie des ménages, c'est-à-dire les ménages aux revenus supérieurs. Donc on revient sur la catégorisation. Voilà, la par catégorisation, tout à fait. Alors on va dire supérieure aux revenus des ménages qui sont très modestes et aux ménages intermédiaires pour lesquels il y a un financement par rapport à un audit énergétique. Alors du coup, quel intérêt de l'audit énergétique finalement ? Alors l'intérêt de l'audit énergétique, c'est de vraiment faire le point sur les principales sources, les principales sources de déperdition énergétique de votre logement et de savoir, de pouvoir prioriser les travaux que vous pouvez enclencher. Ça, c'est une première chose. Il faut rappeler que les conseillers FAIRE, pour au moins ce qu'on va parler des maisons individuelles, peuvent déjà faire une évaluation de votre maison individuelle et du fait qu'ils ont un logiciel en interne et qui permet justement de faire ce type de calcul qui sera peut-être moins précis de ce que peut faire un bureau d'études thermiques, mais ça permettra déjà d'identifier beaucoup de choses. Et pour des rénovations qu'on va dire de niveau standard, suffira largement. Si on veut se lancer dans des rénovations en effet plus poussées, il est quand même préférable de faire appel à un bureau d'études justement pour faire un audit énergétique de son logement. Et enfin, pour prêcher pour ma paroisse, à Paris, on a énormément de copropriétés. Et là, l'audit énergétique, qu'on appelle, nous, l'audit global, est important parce que c'est la seule façon de faire le point sur comment fonctionne un bâtiment avec plusieurs logements à l'intérieur, de façon justement à identifier ces sources d'économie d'énergie. D'accord, merci pour la réponse. Un complément peut-être, Florence, sur cet aspect. Déjà, c'était intéressant d'entendre le fait que l'audit énergétique, le conseiller ou la conseillère FAIRE, elle peut déjà amener pas mal d'éléments de réponse, en fonction du type de logement, évidemment. Plus facilement si c'est un logement individuel qu'un logement collectif ou qu'une copro. Ensuite, sur les copros, il y a peut-être aussi d'autres dispositifs qui existent selon le territoire sur lequel vous habitez. Je pense qu'à Paris, c'est le cas. Mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment fléchées pour ce type de logement. Et puis qu'ensuite, comme tu le disais, Marc, finalement, ça va être intéressant d'aller d'aller chercher une sorte d'audit énergétique par un bureau d'études, dès lors que ça concerne vraiment d'importants travaux, qu'on veut faire de gros gains d'efficacité. Et du coup, finalement, on n'est plus dans les mêmes catégories de revenus. Donc, oui. En fait, voilà, c'est pas quand on veut faire des travaux très conséquents chez soi et qu'on a déjà prévu un budget, voilà, pour quand on a des revenus supérieurs et qu'on sait qu'on peut investir pour rendre son logement plus confortable, faire des gros travaux. En fait, c'est vrai qu'on n'a plus le droit d'être aidé finalement pour cet audit énergétique, mais c'est pas vraiment ça qui fera la différence sur le montant total des travaux. Bon, voilà. Combien ça coûte un audit énergétique à peu près ? Pour une maison individuelle, j'avais en tête quelque chose autour de 800 €. D'accord. Un audit énergétique, ça peut être des fois un peu supérieur. Après, ça va dépendre d'où on va mettre le curseur dans le niveau d'amélioration qu'on va rechercher. C'est vrai que si on part sur un niveau bâtiment basse consommation, si on passe sur une rénovation type passive, là on va aller forcément plus loin et on sera accompagné par des professionnels. Donc le coût de l'audit énergétique est peut-être l'épaisseur du trait par rapport au coût total du chantier de rénovation. Bien sûr. D'accord. Question suivante qui nous est posée par rapport au démarchage téléphonique. Donc je suis littéralement harcelé au téléphone par des entreprises qui me proposent des dispositifs à 1 €, donc les fameuses aides à 1 €.
Et la personne nous demande si le démarchage va vraiment être interdit ou pas. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, on n'a pas la réponse forcément à toutes les questions qui sont posées là, mais par contre, on a des éléments de retour déjà, de terrain, et des conseils à donner aux personnes qui se font démarcher. Bon, moi, mon conseil, c'est de ne jamais répondre favorablement. C'est-à-dire qu'on va vous appeler au téléphone, on peut même, suite à vos recherches sur Internet, vous proposer des choses et vous demander de valider, de donner des informations sur votre maison, etc. En fait, ne répondez pas. Les démarchages ne peuvent pas connaître précisément l'état au moment du démarchage. On ne connaît pas précisément l'état de votre logement, donc la solution qu'on vous propose n'est peut-être pas adaptée. Vous ne savez pas forcément si vous êtes dans la bonne catégorie de revenus, donc, et les personnes qui vous démarchent ne le savent pas non plus, donc quand ils vous proposent une aide, peut-être qu'en fait vous n'y êtes pas éligible au final. Enfin, ne répondez pas positivement, vous avez vraiment besoin de temps pour réfléchir sur vos travaux de rénovation, donc vous avez besoin de rencontrer un conseiller faire, vous avez besoin de vous renseigner, et en fait il vous faut du temps. Donc en fait ça ne sert à rien de vous demander de réagir sur un coup de fil ou sur un message internet, voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi, en cas de démarchage abusif, avoir quand même des solutions. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite faire les travaux. Et je vous conseille vraiment d'aller sur le site de l'ADEME ou sur le site de la DGCCRF qui vous propose des dossiers pour savoir comment réagir au démarchage abusif. Ça vous aidera vraiment si vous avez été démarché, si vous avez été obligé, entre guillemets, parce que le démarchage était un peu agressif, de dire oui, eh bien vous saurez comment réagir, vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire. Alors, juste un élément d'explication, la DGCCRF, Direction Générale de la Répression des Fraudes, grosso modo, mais voilà, ils ont sorti évidemment, effectivement un rapport il y a quelques mois sur les pratiques abusives. Et justement. Si jamais vous ne trouvez pas ce rapport, téléphonez vite à votre conseiller faire, il saura vous dire comment faire. Oui, tout à fait. Puis on le mettra en ligne aussi sur le site des Clés de la Rénovation. Mais par contre, cette personne faisait référence à du harcèlement sur Facebook, par exemple. Donc ça évoque aussi le fait d'être démarché via des plateformes Internet. Donc, voilà. Là, c'est le gros problème ensuite de donner ces coordonnées qu'on va aller visiter un site parce qu'il semble intéressant. Et dans ces cas-là, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut soit donner de fausses coordonnées, ou y compris de numéros de téléphone, de façon à éviter ce harcèlement qui peut devenir très rapidement assez oppressant. En tout cas, si on veut... À la limite, si on veut aller jusqu'au bout de cette démarche sur Internet, ne pas mettre de véritables informations, je pense qu'il y a même des sites qui demandent aujourd'hui quel est votre revenu de base. Exactement. Donc ça, être bien vigilant par rapport à ça et à la gestion des données personnelles aussi, ne pas donner d'informations personnelles véritables. Et puis de toute façon, l'idée c'est qu'on a de toute façon un service public aujourd'hui qui est directement contactable par la plateforme faire.gouv.fr. Et donc en fait on peut avoir ces réponses-là. J'allais aussi rajouter à ce qui peut se passer, ce qui peut se produire sur un salon de l'habitat, où on peut être séduit par le discours que va vous tenir le commercial. Et là, à nouveau, on n'est pas pressé, il n'y a pas besoin de signer tout de suite. Prenez des informations, c'est souvent la documentation technique. Allez voir votre conseiller faire, qui vous dira si c'est une solution adaptée à votre logement. Le problème sur un salon, le commercial n'a jamais vu votre maison. Comment peut-on conseiller de façon précise une solution ? C'est vrai qu'on le répète jamais assez, mais quand vous embarquez sur des travaux de rénovation, c'est impliquant financièrement, dans le temps aussi. Donc il faut justement prendre vraiment le temps nécessaire au démarrage en fait. Et puis dans beaucoup d'aides en fait, la visite préalable du logement est obligatoire, donc de toute façon vous ne pouvez pas normalement faire signer un devis sans avoir visité le logement quand vous êtes professionnel. Donc c'est impossible de vous demander de valider un engagement en fait sans que quelqu'un soit venu visiter votre logement. Faites bien attention quand les professionnels viennent visiter le logement et qui vous font signer le devis dans la foulée. Faites bien attention à la date qui est indiquée sur le devis.
Parfois, en fait, la date peut être fausse. Ils vont antidater le devis de manière à ne pas vous laisser le délai de rétractation auquel vous avez droit, qui est de 14 jours. Donc, faites bien attention à ce que vous signez. Et deuxième élément, ne signez pas le devis avant d'avoir rencontré un conseiller FAIRE, parce que dans plusieurs dispositifs d'aide, en fait, une fois que le devis est signé, vous ne pouvez plus demander d'aide. Donc sachez que les aides, par exemple, les certificats d'économie d'énergie qui sont proposés par les opérateurs, le devis ne doit pas être signé. Sinon, vous ne pouvez plus bénéficier de cette aide qui peut parfois être quand même conséquente. Donc faites très attention à ce que vous signez. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est ne signer rien avant d'avoir rencontré un conseiller FAIRE. Ne vous faites pas avoir quand on vous propose juste de signer pour dire que ok, c'est juste un petit papier, vous êtes d'accord. Dans la majeure partie des cas, en fait, on peut vous faire des devis non signés pour vous montrer en fait à combien vont s'élever les travaux, etc. Vous n'êtes pas obligé de les signer. C'est des devis informatifs. Une fois qu'un devis est signé, vous êtes engagé avec un professionnel. Donc faites bien attention à ne rien signer et à prendre le temps de la réflexion. Tout à fait. On ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, il y a une émission là-dessus où on avait fait un point spécifique sur le démarchage. Et on avait bien expliqué que les droits et de toute façon les dispositifs d'aide sont là, ils sont toujours disponibles et qu'on n'est pas du tout pressé à la journée ou quand on est démarché au porte-à-porte. C'est beaucoup de démarchages au porte-à-porte sur lesquels on a des retours plutôt négatifs. Mais j'espère qu'on en parle de plus en plus de toute façon et que les gens prennent conscience de ça au fur et à mesure. Georges nous pose une question. Il se dit sur ma prime rénov, est-ce que je dois avancer le paiement des factures et ensuite toucher l'aide? Comment ça marche exactement le remboursement? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Georges sur cette question de l'avance? Alors, le système de MaPrimeRénov', et donc là, une nouvelle fois, il faudra que Georges soit dans les bonnes catégories pour y avoir droit. Ça, il le saura quand il aura ouvert un dossier sur maprimerenov.gouv.fr. En fait, oui, il va avancer le paiement de ses travaux et recevra ensuite un remboursement après avoir envoyé la facture sur ce même site. À l'heure actuelle, on nous parle de délai de 4-5 mois pour être remboursé sur ces travaux. Quand le système sera bien rodé, il est question d'être à 15 jours de délai de remboursement. Donc l'idée, c'est qu'à terme, ce soit des remboursements très rapides. Ça soit très rapide et beaucoup plus rapide que ne l'était le crédit d'impôt transition énergétique, vu qu'il fallait attendre l'année suivante pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et puis on le répète quand même, hein, évidemment, remboursement rapide, évidemment sous couvert de la présentation de la facture. Donc on peut la téléverser sur un site internet. Si on n'a pas internet ou si on n'est pas à l'aise avec internet, comment on procède? On l'amène directement à une agence, on la transmet à son conseiller, comment ça peut marcher? Alors, il est question, de se faire aider en fait par des gens de sa famille ou je pense qu'il est question plus tard que justement il puisse y avoir des personnes de confiance qui puissent faire les démarches. Mais je crois que ça va être dans peut-être quelques temps. D'accord. Un ou 2 mois, je crois qu'il en était question. En tout cas, pour accélérer le process, évidemment, Internet est quand même assez pratique pour pouvoir délivrer les pièces. Un peu dans le prolongement de cette question que j'avais notée ici, pour l'aide Habiter mieux sérénité de l'ANA, donc, à laquelle tu as fait référence tout à l'heure, Florence, est-ce qu'il faut forcément faire plusieurs travaux en même temps, un seul, 2, pour avoir l'aide? Est-ce que ça dépend vraiment de ça? Alors, c'est souvent nécessaire de faire plusieurs travaux, en effet, puisque pour obtenir cette aide, en fait, il faut que le logement fasse un bond énergétique, qu'il s'améliore. Que, en fait, entre le moment où il y a eu un état des lieux du logement et la fin des travaux, en fait, on ait fait des économies d'énergie, donc on ait amélioré le gain énergétique du logement d'au moins 25%.
Donc, c'est pas en changeant juste une chaudière ou en isolant juste le toit, en fait, qu'on va arriver à ce gain de 25%. Donc, oui, dans la majeure partie des cas, il faut vraiment cumuler les travaux sur le logement pour obtenir ce gain énergétique de 25%. D'accord, donc on voit bien que ce n'est pas le nombre de travaux qui est important, mais c'est ce fameux gain énergétique de 25% qu'il faut atteindre. Un peu dans la même question des gains énergétiques, justement, mais plutôt là sur MaPrimeRénov'. Donc la personne nous demande, alors MaPrimeRénov', je n'ai pas besoin de justifier d'un certain pourcentage de gains énergétiques, mais si moi je veux connaître le gain énergétique des travaux que je vais engager, comment je fais ? Ça peut être soit après avoir fait réaliser un audit énergétique, ou soit comme je signalais tout à l'heure, c'est avec un conseiller faire, on a globalement des ordres de grandeur qui sont assez proches de la réalité sur les économies escomptées qu'on choisit un système ou un type d'isolation. À 5-6% près, on est globalement dans les ordres de grandeur. Parce que vous utilisez, du coup, vous avez des outils logiciels qui vous permettent de simuler. Alors, je sais que pas nous sur Paris, dans le sens où c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a très peu de maisons individuelles, mais je sais que d'autres conseillers faire, hors Paris, utilisent un logiciel Dialogy qui est assez précis pour pouvoir déterminer le niveau d'économie. On sait que certaines opérations, c'est ce qu'on appelle les opérations standardisées qui sont sur les fiches permettant d'avoir des certificats d'économie d'énergie. On sait que pour certaines opérations standardisées, on a cet ordre de grandeur de des fois 10-20%. Par exemple, pour une chaudière gaz maintenant à très haute performance énergétique, on est de l'ordre de 20% par rapport à une ancienne chaudière gaz. D'accord. On a différents exemples et donc on arrive à quantifier toutes ces choses-là. Donc on voit, en fait, ça rejoint un peu la question de finalement quel est le premier réflexe à avoir. C'est quand même de se tourner vers le conseiller ou la conseillère faire la plus proche de chez nous. Très souvent, ces professionnels-là qui, encore une fois, rappelons-le, travaillent dans une démarche de service public, donc ils sont désintéressés, ils n'orientent pas en fonction d'une solution plutôt qu'une autre. Ils regardent plutôt vraiment votre projet, vos moyens, votre profil. Et puis ils sont dotés d'outils qui vont leur permettre de faire des audits énergétiques relativement précis. Évidemment, encore une fois, ça dépend toujours des contextes très particuliers, mais dans la plupart des cas, ils peuvent ou elles peuvent assez facilement répondre assez précisément à toutes vos questions. Et normalement, vous en avez un ou une très proche de chez vous. Donc pour cela, pour le savoir, il faut vous rendre sur la plateforme dont tu nous donnais l'adresse tout à l'heure, www.faire.gouv.fr. N'hésitez surtout pas, selon votre domiciliation, on va vous indiquer quelle est l'agence ou quel est l'espace faire le plus proche de chez vous. On arrive au terme de cette émission. Pour moi, la manière de vous remercier, d'être venu, de nous avoir expliqué un peu quelles étaient les différences entre 2019 et 2020. Une manière de vous rappeler aussi qu'il y a un guide qui est disponible aujourd'hui, qui est introduit aux nouvelles aides 2020, qui est disponible déjà sur le site de l'ADEME et qu'on mettra en ligne sur le site des Clés de la Rénovation, que très prochainement, dans les semaines à venir, un guide plus complet va paraître. Voilà, avec toutes les exigences techniques sur les travaux, puisque ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que non seulement certains travaux sont éligibles, mais il faut que les matériaux et les équipements installés respectent des critères de performance très précis. Parfois, on peut installer un poêle à bois, mais qui n'a pas le bon critère de performance et donc qui ne sera pas éligible aux aides, ou une pompe à chaleur, ou etc. Donc ce guide, il précisera toutes les performances attendues sur les équipements et les matériaux, ce qui sera également essentiel. D'accord, donc vous pourrez très prochainement télécharger ce guide, commencer à vous faire une idée de ce à quoi vous avez droit. Appelez
un conseiller faire au 0808 800 700 ou sur la plateforme. Ou aller sur la plateforme, oui. Allez le rencontrer, croisez ce que vous avez déduit sur le guide de ce qui est vraiment possible d'obtenir, et puis progressivement faire la démarche pas à pas, progressivement vers les travaux de rénovation. Je vous remercie encore une fois d'être venu et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Et j'en profite pour remercier nos partenaires, l'ADEME, le magazine Actu Environnement et la Maison Écologique. Et je vous souhaite à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition des Clés de la Rénovation.